à tous, bonjour à vous, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur 10-12 le Zénith, mesdames et messieurs, merci encore de nous accueillir chez vous comme chaque jour, entre 10h et 12h. On se fera un plaisir à revenir parler avec vous du Cameroun, parler des réalités qui sont autour de nous et qui gravitent dans notre société, mais surtout tenter au mieux à notre façon de réparer avec votre concours les quelques tas qui sont autour de nous aussi, c'est très important d'en parler. Et on en profite pour faire un petit clin d'œil à tous ces Camerounais de la diaspora, on ne les oublie pas. Chaque jour, chaque soir, chaque minute, ils essayent à leur façon de rester plus que jamais proche du Cameroun à travers votre télévision. Parlons de la diaspora. Que se passe-t-il finalement avec ce document qui circule depuis hier, d'ailleurs menaçant une communauté entre guillemets après certaines revendications formulées en direction d'une artiste camerounaise, pour ne pas la nommer, Grâce Descartes, dont le spectacle en Europe risque de connaître des troubles. Un document fuité se retrouvant sur la toile hier fait bien sûr parler plus d'un, et naturellement ceux qui l'ont signé menacent d'une façon, on va dire, particulière une communauté ciblée dans tous les cantons Sawa. Comment comprendre une telle sortie, mais surtout qu'est-ce qui se passe et qui sont ceux qui profitent de quelques situations pour mieux tenir le flambeau du tribalisme aujourd'hui au Cameroun? Nous en parlerons certainement, mais surtout il y a une question évidente, urgente, plus que jamais sans appel. Comment expliquer que depuis des longues semaines, des villes du Cameroun et notamment Yaoundé, Douala, précisément, pour ne pas dire que les 8 autres régions sont épargnées, comment peut-on expliquer qu'il y ait encore des poubelles qui jonchent nos rues et nos capitales aujourd'hui? Le problème se situe à quel niveau exactement et quels sont les dangers que courent les populations au moment où on en parle? À regarder et à voir naturellement les plaintes et les revendications des populations hier à Bépanda, qui ont choisi de fermer la route avec le bac à ordures de l'entreprise chargée de la collecte et du traitement des ordures ménagères. Eh bien, ils ont essayé de justement de dire que trop c'est trop. Le choléra, après 105 personnes décédées, où en serons-nous? Et surtout quand on sait qu'il y a eu 3700 personnes décédées en 2021 de paludisme, devrait-on rester muet devant de telles situations? En compagnie de Donald Brice-Kamgang ce matin, Isabelle Carozoped, Bonbon Bengan Kanji et Géraldine Mafo, Madame Echon vous accompagnera. Et merci de nous retrouver ce matin. Je commence par Bombok. C'est important de lui dire bonjour, patriarche. Soyez les bienvenus ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou-Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Allez, Isabelle Carozoped, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à ceux qui sont encore des nôtres ce matin. Que se passe-t-il réellement du côté du marché New Deido? On parle d'une rigole de la mort qui aurait déjà emporté 2 personnes. L'un corps retrouvé, l'autre corps pas encore jusqu'ici. Dans tous les cas, il faut faire bien attention de ce côté-là. Les autorités, elles aussi, sont interpellées à pouvoir vraiment ramener un peu de sérénité dans l'esprit de ces riverains aujourd'hui qui ont peur et qui sont obligés de côtoyer ou alors du moins de traverser cet endroit. Malheureusement, la saison de pluie qui arrive à grands pas, que va-t-il se passer de ce côté si rien n'est fait? Eh bien, Donald Brice-Kamgang, bonjour à vous. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à nos téléspectateurs. Je voudrais faire un rappel historique ce matin. Je voudrais rappeler que Etouameki, que vous connaissez bien, oui, au quartier qui est un quartier Yaoundé, Etouameki signifie la mare de sang. Je fais ce rappel historique parce que vous êtes entré par le tribalisme. Etouameki est une appellation, l'appellation d'un quartier, pour ceux qui connaissent Yaoundé, juste après Liessono, qui signifie la mare de sang. Alors, Etouameki a été baptisé ainsi après le décès d'un chef Ewondo. À cet endroit, son sang avait coulé pendant plusieurs jours et ce lieu était devenu en quelque sorte un lieu de pèlerinage pour ceux qui sont de cette époque-là, parce que un chef nationaliste qui s'appelait Onamelenkou avait été tué à cet endroit, trahi par son cousin. Il avait été capturé par les colons allemands à l'époque et tué à cet endroit-là. Eh bien, je fais ce rappel pour vous dire que les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont des gens extrêmement patriotes, nationalistes, et que ces relents du tribalisme que le pouvoir essaie de distiller au sein des communautés ne doivent pas nous ébranler. Les Camerounais sont naturellement et viscéralement nationalistes et patriotes. L'histoire nous le rappelle, il ne faut pas l'oublier. Nous étions exactement en 1907 et là, c'était le chef
Onambele. Merci beaucoup de Nabreskangon pour ce fait d'histoire ce matin. Géraldine Mafo, bonjour madame. Bonjour monsieur Michel Gatchou. Vous mariez ce week-end Me marier? Oui, je sais pas, vous êtes plein de couleurs là. Des couleurs de noces. Un maquillage compliqué quand même. Hein, voilà. Ah oui. Bon, bienvenue ce matin. En tout cas, merci, c'est monsieur Michel Gatchou. Si vous vous mariez, il faut nous inviter. Voilà. Vous serez le premier, d'ailleurs, vous serez le maître de cérémonie. Peut-être qu'il veut qu'on en parle. Peut-être qu'il veut qu'on en parle. Vous avez quelque chose au sujet des noces ce matin? Je vous en prie. J'apprécie les couleurs, tout comme Isabelle Carrozopet qui n'est pas loin et puis qui a choisi de rester très proche de cette Voilà tradition. les influenceuses qu'on cherche. Où sont les influenceuses? Géraldine est une vraie influenceuse. Ah oui, Voilà. je vous influence, Donald Ouais, Brice. vous influencez nos sœurs au quartier. Tout le monde. Voilà. Positivement cette Ah, fois-là. merci, heureusement, parce que dernièrement, le mot influenceuse. Voilà, c'est là que je dis. Changer de Donc sens. c'est Ouais, pour parce dire que- que les influenceurs ne sont pas que négatifs. Ouais. Voilà. Il y a du bon et du moins bon. Et voilà. Non, ça veut donc dire changer de vocabulaire. Vraiment, rappelons- Utiliser le français simple, modèle, icône, héros, c'est ça, c'est mieux. Donc Donald Brice, Voilà, je suis un parce Les peu- que modèles, les lorsqu'on- icônes, les héros. Oui. Voilà. Dites-le, Géraldine Donald est un modèle. Voilà. D'accord. Merci. Voilà. Merci et ça me touche. Je suis très flattée ce matin. J'espère que ça va bien se passer. On va faire comment Allez, l'histoire de ce matin, Géraldine. Eh bien, l'histoire de ce matin, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est l'histoire de Roseline. Roseline est une jeune femme âgée de 34 ans, mariée, mère de 3 enfants de 10, 7 et 5 ans. Seulement, Roseline pense que son mari fait tout pour lui voler l'amour de ses enfants. Roseline est infirmière, son mari est commerçant et donc son travail l'empêche d'être permanemment à la maison et c'est donc le mari qui a l'avantage d'être plus là puisque dans son travail d'infirmière, elle a les nuits de garde, il y a des moments où elle passe 24 heures au travail à temps plein. Donc vraiment elle estime que son mari profite de son absence pour lui voler l'amour de ses enfants. Ses enfants sont plus attachés à son mari. C'est toujours lui qui les accompagne à l'école, c'est lui qui va faire des fêtes surprises pour l'anniversaire sans lui en parler, c'est toujours lui qui fait des cadeaux sans jamais dire chérie, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour faire plaisir aux enfants, c'est lui qui les emmène en balade, c'est lui qui les emmène chez les membres de la famille, il prend toutes les initiatives et jamais elle n'est mêlée à quoi que ce soit concernant la vie de ses enfants et elle se sent trahie dans cette relation père et enfant et en tant que maman elle se demande comment faire, le mari ne lui laisse aucun espace, elle se sent rejetée de ses enfants, pas assez aimée en tout cas en tant que maman, elle nous demande comment on fait quand on a un homme aussi présent qui étouffe jusqu'à la Les enfants font présence quoi de la mère. exactement qui l'amène à penser que Plus tout est porté attachée, maintenant. surtout quand les enfants, quand elle revient du travail, les enfants ne courent pas vers elle, disent maman tu es rentrée, mais quand c'est papa, il y a tout ce qu'on voit autour, son problème, papa, c'est- bienvenue. Elle pense que c'est le mari qui Oui. s'arrange. Donc son Donc, problème, c'est qu'elle elle estime que la vedette, la maman n'est pas suffisamment aimée par les par enfants, les enfants. comparativement Et ça au se papa. voit en beaucoup de choses. Quand Ah. c'est elle qui est là, c'est pas la même chose que quand c'est papa qui est à la maison. Très bien. Allez, on va en parler ce matin. Madame, comment vous vous comportez avec vos enfants? Est-ce qu'ils sont plus proches de vous, madame, ou ils sont plus proches de leur mari, ou de vous, monsieur? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait justement pour que l'enfant ne sente pas le vide entre papa et maman? Eh bien, on sait également, Isabelle Carrozopet, qu'il y a des enfants qui sont, très souvent, on dit que la fille est très attachée à son père, le garçon très attaché à sa mère. Et dans ce cas, lorsque les enfants ne sont pas attachés à leur maman, est-ce que la présence de la mère, lorsqu'elle est éloignée, comme l'histoire nous le dit ce matin, c'est pas dangereux pour elle-même, Isabelle Carole? Ou en quoi est-ce que c'est dangereux? Dis-nous. Qu'est-ce qui est d'abord dangereux? C'est pas dangereux? Je sais pas réellement de quoi elle se plaint, cette femme, honnêtement. Elle parle de ses enfants. Même si vous êtes présidente d'une république, même si vous êtes directrice d'une entreprise, vos enfants restent vos enfants. Et du temps pour vos enfants, vous les avez toujours. J'ai horreur de ce genre de guerre où on se prête en disant « mes enfants aiment plus le père que moi leur mère ». Vraiment, il ne faut pas se livrer à ce genre de jeu parce que en réalité, si les enfants aiment leur papa, c'est une très bonne chose. Vos enfants vous aiment vous. Donc, on ne va pas rentrer dans du genre, on va commencer à quantifier, on va commencer à avoir une mesurette pour dire que X M plus X par rapport à Y. Les enfants sont plus proches de papa que de maman. Pour eux, c'est un problème. Proximité, C'est pas un qu'est-ce problème? que vous appelez proximité? La proximité, chacun crée la proximité. Si le papa a un emploi de temps plus flexible,
Si son emploi de temps est un peu plus aéré, alors il est clair qu'il passera plus de temps avec les enfants. On n'a pas parlé d'une mère qui rentre tous les soirs saoule, qui ne s'occupe pas des enfants, Non, qui ne sait pas s'ils ont mangé ou pas. Ben, ça veut dire qu'elle aménage son emploi de temps. Le matin, quand elle se lève, elle s'assure que les enfants auront de quoi manger. Elle les réveille, les apprête pour qu'ils aillent à l'école. C'est-à-dire que si la maman a pris sur elle d'apprêter les enfants et que c'est le papa qui va les laisser à l'école, le problème c'est à quel niveau? Moi, je veux comprendre. Simplement parce que jusqu'ici, je ne comprends pas. D'accord. Si vous rentrez le soir, votre emploi de temps permet que vous soyez là à 18h, ben, une fois que vous êtes à la maison, il faut que les enfants ressentent que vous êtes à la maison. Vous partagez le peu de temps que vous pouvez partager avec eux. Et puis, il faut retenir une chose. Dans un couple, il y a toujours quelqu'un qui est un peu plus martial. C'est-à-dire qui a un peu un ton qui est un peu plus ferme et tout. Parfois, vous avez des couples où c'est le père qui est un peu plus ferme, qui a un ton un peu plus dur. Parfois, vous avez des couples où c'est la mère qui a un ton un peu plus dur. C'est-à-dire que quand elle rentre du travail, Tout le monde, elle est plus... tout le monde s'enfuit. Oui, vraiment, tout le monde se range. Elle est plus prompte à dire, vraiment, qui a mis le verre ici, je ne suis pas d'accord. Vraiment, qui a déposé son plat ici sur la table, on ne dépose pas le plat sur la table. Qui a mis le papier de biscuit au sol? Pourquoi elle n'a pas mangé? Est-ce que tu as fait tes devoirs? C'est-à-dire, quand elle arrive, elle commence par ça. Elle ne commence pas par les câlins, par ceci, par cela. Vous avez peut-être un père que lui, quand il arrive le soir, il est plus prompt à dire aux enfants, ben, allez prendre les vélos, on va faire un tour, par exemple. Vraiment, comment c'était à l'école, vraiment, c'est le yaourt, il faut prendre, il faut boire. Et vous savez que les enfants ont cette tendance à aller plus vers là où vraiment ils seront cajolés, chouchoutés à longueur de journée, où on leur dira pas aller prendre vos cahiers, on va pas les taper dessus. Mais si la maman est un peu plus ferme, on fera vite de dire que maman est méchante et tout. Maman estime quand même ici que maman est infirmière, c'est ça? Oui. Maman est infirmière, maman a des jours certainement de garde aussi. Oui. Et des jours, voilà, c'est assez compliqué. Alors, est-ce que la maman ne craint pas justement que plus tard qu'il puisse avoir un impact sur l'éducation des enfants qui peuvent voir le père comme celui qui a été, je vais dire, celui qui s'est arrogé, hein, qui a tout fait pour les enfants. Moi, et la mère n'a pas elle été n'a très aucune présente. crainte à se faire, Michel. Ouais. Elle n'a aucune crainte à se faire. Aucune crainte à se faire. Je dis, ce sont vos enfants, c'est un fait. Vraiment, le petit papa n'a qu'à les prendre, les amener sur la planète Mars ou Jupiter. Ça reste vos enfants. Et elle est toujours en train de s'occuper de ses enfants. Maintenant, les tendances des enfants, elle ne va pas se livrer à cela. Elle ne va pas commencer aussi à aller caresser dans le même sens du poil que le père. Je suis sûre que papa a tendance à plus offrir de présents. Elle a plus tendance à vouloir que les enfants soient corrects au niveau de l'école, au niveau vraiment de la maison, de l'organisation. Est-ce qu'ils ont fait leurs tâches le matin comme il se doit? Moi, je crois qu'elle a plus tendance à ça. Et quand vous êtes comme ça, on va toujours vous regarder autrement. D'accord. Donc, je dis, elle n'a pas de souci à se faire. Madame, ce sont vos enfants. Vos travail, vraiment, vous avez besoin de vous attacher aussi à ce travail-là. Parce que ce que les enfants ne savent pas, c'est que vous contribuez énormément à leur épanouissement. Quand vous sortez, vous ramenez de l'argent vraiment qui servira peut-être à rationner, qui servira peut-être à payer un loyer, qui servira peut-être à acheter X ou Y. Dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, c'est pour eux que vous sortez. Si aujourd'hui il ne se rend pas compte, demain il se rendra compte. Est-ce que vous dites justement, il y a, je vous donne la parole, est-ce que Isabelle évoque ce matin, et d'ailleurs le problème que pose la téléspectatrice, il y a un germe, il y a une graine qu'il faut s'aimer en enfant. Il y a des enfants qui plus tard se lèvent à 20 ans ou 25, voire plus, vous diront, papa n'a rien fait pour moi, maman a tout fait pour moi. Est-ce que maman ne craint pas également qu'il puisse avoir, je vais dire, une réaction pareille des enfants plus tard, qui diront, mais l'homme est présent, c'est lui qui inscrit les enfants à l'école, c'est lui qui les amène à l'école, c'est lui qui lave le matin, c'est lui qui fait tout pour les enfants. Et que les enfants lui renvoient sans dessin 4 ans en disant, mais maman, oui, tu es là, mais tu n'as jamais été présente pour nous. Papa était plus présent que toi. Est-ce que c'est pas ce qu'elle craint, cher monsieur? Michel, les femmes sont de plus en plus inconscientes du rôle qui est le leur dans l'encadrement des enfants, en famille. Vous rencontrez de plus en plus de femmes qui, même après le boulot, on parlait là du boulot, s'arrêtent au bar, discutent, ricanent avec les copines jusqu'à une certaine heure, tapent des commentaires, se disent tout et rien, alors qu'elles ont des enfants, elles ont une famille, elles ont un époux à la maison. Elle dit qu'elle est infirmière, mais même lorsqu'on est infirmier, la permanence, ce n'est pas tous les jours. La permanence Donc, parce qu'on a est des enfants, alternée. on n'a pas droit à une pause. Isabelle, la permanence est alternée dans les hôpitaux. Oui. Il y a des amis qui sont infirmières. Je sais de quoi je parle. Ce n'est D'accord. pas tous les jours Vous savez de quoi vous parlez? qu'on vient à 19h, on part à 6h le matin. Il y a des semaines, il y a des jours, c'est programmé, chacun vient à son tour. Donc il y a des jours où elle travaille en journée, Oui. et la nuit, forcément, elle est chez elle. Cette femme a un problème d'organisation.
cette femme est peut-être irresponsable. Il faut bien mettre cette hypothèse sur la table. Il y a des moments dans la vie de la famille où lorsque la femme n'est pas là, c'est un problème. Pendant le repas, pendant les moments de prière, pendant les réunions notamment. Ouais. Lorsque la femme est absente, il y a un vide. Il faut se le dire. Et j'ai le sentiment que pendant le moment clé de la vie de famille, cette femme n'est pas là. J'ai le sentiment qu'elle passe beaucoup plus de temps à discuter, à bavarder avec les copines, à faire du n'importe quoi en ville lorsqu'elle finit, lorsqu'elle ne travaille pas la nuit. Encore comme lorsqu'elle travaille la nuit, il faut également voir ce qui se passe là, qu'à prendre conscience que les enfants, je dois les encadrer. Et c'est pour ça que, à un moment ou à un autre, les enfants ne sentent pas cette chaleur maternelle qu'ils méritent. Et c'est naturel que ces enfants se sentent en sécurité davantage avec le papa Ouais. qui est plus présent, qui fait plus de gestes d'attention, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas, dans un couple, dire que vous êtes maman, que vous êtes la mère des enfants, et être tout le temps absent. Vous devez vous organiser pour trouver du temps pour les enfants, pour votre époux, et notamment pour les enfants. Parce que lorsque les enfants manquent l'éducation maternelle, les deux, c'est important. À la fois le père comme la mère, c'est important. Mais lorsque la chaleur maternelle manque, absente, il y a un vide. C'est dangereux. Dans l'éducation Alors des justement, pour revenir à la question que j'ai posée, est-ce que la mère ne craint pas que plus tard l'enfant lui renvoie sur le visage ou les enfants lui disent « Maman, tu étais moins présente que papa, et bien du coup, papa a tout fait pour nous, tu n'as presque jamais rien fait. » Est-ce que c'est pas ce que maman sera en train de craindre aujourd'hui? Oui, je vois qu'elle sent ce vide. Oui. Il faut bien qu'elle puisse se défendre, c'est pour ça qu'elle pose ce problème. Mais je dis, elle doit questionner sa propre responsabilité. Parce que l'homme a beau être commerçant, ce n'est pas le commerce qui est facile. Avec tout le stress qu'il y a dedans, avec tous les problèmes qu'on peut avoir dans l'occupation des espaces publics, ainsi de suite, l'homme a plus de temps que la femme. C'est un problème. Voilà. Le choix peut-être des métiers, je ne sais pas, le choix des professions. Il y a toujours un encadrement que l'on fait à la femme, Géraldine Mafo. Il y a quand même des faveurs que l'on fait à la femme dans les entreprises, parce qu'on sait que la femme a le devoir de s'occuper de sa famille, de ses enfants, de son mari. Et même dans les entreprises, on ménage quand même, il y a des aménagements à l'endroit de la femme. Mais comment pouvez-vous comprendre que le mari soit commerçant, la femme infirmière, et que les enfants soient plus proches du père que de la mère, et qu'aujourd'hui pour elle ce soit un problème? Est-ce que c'est au-delà de l'irresponsabilité aussi une question propre à l'environnement professionnel dans lequel elle évolue? Tout d'abord, je dirais que ce n'est pas l'emploi le problème. Elle n'a pas un problème d'emploi de temps. Ce n'est pas parce qu'elle fait des gardes qu'elle a ce problème. Je pense qu'on est là en face d'un soubresaut de l'instinct maternel. Vous savez, chaque femme a ça. Elle a cet instinct maternel qui la renseigne quand tout va bien, qui peut lui donner un signal de ce que ce n'est pas en train d'aller comme ça devrait. Et je pense que Roseline vient d'avoir un soubresaut de son instinct maternel qui lui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au lieu de se plaindre, elle ferait mieux de regarder à elle-même pour voir ce qui est là où elle a fauté depuis le départ. L'histoire nous dit qu'elle a 34 ans, mariée depuis 10 ans, donc l'aîné de ses enfants a 10 ans. Il faut bien voir que Roseline s'est mariée, elle avait 24 ans. Et il faut dire qu'à 24 ans, ce ne sont pas toutes les femmes qui mesurent également la responsabilité d'être mère. Il y a parfois le contexte d'éducation de la mère elle-même qui fait que parfois cette défaillance a pu être créée depuis le départ. Elle a commencé sur quelque chose de mauvais, elle a délaissé, peut-être étant fatiguée, elle a un peu délaissé. Le mari a donc pris sur lui de jouer ce rôle à la fois de père et de mère et trop protecteur avec les enfants. C'est normal, il n'est pas bon que dans un couple, que les deux personnes soient défaillantes. Si la mère n'a pas assez de présence, c'est bon que le papa compense parce que de toutes les façons, les enfants ont besoin d'amour, ils doivent être moulés dans l'amour. Maintenant, je ne vais pas être prompte à dire qu'elle est irresponsable. Non, elle n'est pas irresponsable. Elle est simplement, elle ne comprend pas bien ce qui lui arrive et c'est normal qu'elle ait peur pour l'avenir. Parce qu'à dire vrai, si les enfants de 10, 7, 5 ans commencent à être trop attachés au père et pas assez à la mère, jusqu'au point où le retour de votre travail n'émeuve pas
vos enfants, elle est en passe de s'inquiéter. C'est normal qu'elle s'en inquiète parce que c'est vrai que passer la période du complexe d'Oedipe, où on dit que le fils est attaché à la mère et la fille à son père, les enfants doivent retrouver chez la mère une sorte de sécurité. Si vous êtes une femme et que les enfants ne trouvent pas en vous plus d'attachement, plus d'affection, c'est qu'il y a une défaillance quand même. Je vous relance. Oui. Est-ce que c'est pas dans cette logique, est-ce que ça ne justifie pas certaines expressions qu'on a dans les familles africaines aujourd'hui en disant que voilà, les enfants sont plus proches de leur maman que de leur papa? Parce que le sentiment qui dégage, c'est que les enfants très souvent sont très attachés à la famille maternelle qu'à la famille paternelle. Est-ce que justement, sur le problème que pose la téléspectatrice ce matin, ça ne nous renvoie pas à ces données-là? Vous savez, si on veut rentrer jusque dans les origines, la femme est un réceptacle. Donc, même sa forme fait qu'elle est un réceptacle et donc elle peut contenir beaucoup d'amour et elle peut donc beaucoup en donner. C'est naturel, il n'y a rien de... Ce n'est pas quelque chose qu'on va se mettre à évaluer. Le père a un rôle, la mère a un rôle, elle doit forger l'enfant, donner le basique à l'enfant et le père doit encadrer tout ça avec l'autorité et éviter que l'enfant ne dérape parce que le rôle du père, c'est surtout celui de couverture et d'autorité qui permettent à l'enfant de se retrouver dans cet équilibre qui fait de lui un homme entier et intègre dans la société. Mais la femme nourrit l'enfant de son amour. Et donc, si vous êtes une femme et que vous n'avez pas nourri assez votre enfant d'amour, c'est parce que la femme nourrit son enfant d'amour qu'on a tendance à penser que l'enfant est naturellement plus attaché à la mère qu'au père. Mais c'est dans les desseins de celui qui a créé le monde. La femme doit être là pour ça parce que c'est elle qui porte son enfant, parce que c'est elle qui allait naturellement, elle a le cordon qui la relie. Donc il y a ce truc, même dans le spirituel, l'enfant naturellement est attaché. Mais au niveau, quand l'enfant grandit, l'équilibre doit se faire. Il ne doit pas y avoir dans le cœur d'un enfant un amour qui est plus ceci et qui est contraire au sentiment. Il ne doit pas y avoir un sentiment contraire envers un parent. C'est les deux qui font l'équilibre de l'enfant. Et tout ça, c'est de l'amour. L'enfant doit pouvoir trouver cet équilibre. Donc, moi, ce que je reproche par contre au mari de Roseline, c'est de ne pas l'impliquer dans les choses comme les anniversaires des enfants. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire à votre épouse, peut-être elle n'est pas très entreprenante dans ce sens, mais vous planifiez un anniversaire surprise, informez-moi madame. Pas qu'elle reste là, elle est autant surprise que les enfants. Je pense qu'il a un petit, c'est vrai qu'elle a peut-être délaissé un peu de responsabilité, mais lui aussi, il a quand même poussé un peu. Alors, donc pour vous estimez quand même que estimez que les enfants sont plus proches de la mère, avec du l'enfant est là où on le nourrit, et là où on lui d'accord. donne. Les enfants sont comme ça, manipulables avec ces choses-là aussi. Bon Bengal, on a grandi dans une époque où maman était à la maison, on les appelait d'ailleurs à l'époque les ménagères. Oui. En fait, maman ne travaillait pas, papa sortait chercher de quoi manger, ramener à la maison. On avait une chance d'avoir des enfants bien éduqués, rattachés bien sûr à la famille par le biais de maman. Lorsque on est dans un monde où les choses sont inversées, comme c'est le cas avec l'histoire de ce matin, est-ce qu'on ne devait pas revenir peut-être à cette logique des ménagères qui restaient à la maison, à garder les enfants, qu'à laisser les femmes justement aller travailler et que les enfants soient quelquefois perdus? Tu veux que ma fille Géraldine tombe sur moi? Elle va dire que on les a appelées consommatrices maintenant. Non, je vous surprendrai, Père Boboka, vous disant que si la conjoncture nous permettait, je resterais volontiers à la maison m'occuper, parce qu'il n'y a pas plus grand investissement que de s'appliquer dans l'éducation de ses enfants. Mais il faut préciser aussi le fait qu'il y a des femmes qui restent à la maison qui sont vraiment ménagères, mais les enfants sont plus proches du père. Oui, c'est-à-dire qu'elle est à la maison du matin au matin, mais ça n'enlève rien au fait que les enfants préfèrent, ou alors quand papa arrive, ils sont plus prompts à aller vers lui, à l'accompagner dans la chambre, à aller sur la table avec lui et tout. Ça n'empêche rien, vraiment ça n'enlève rien. Donc je dis, qu'elle travaille ou pas, c'est pas un problème si les enfants préfèrent plus s'agripper au père, s'agripper à la mère. C'est pas un problème? C'est pas un problème dans la mesure où vous aussi à votre niveau, c'est pas comme si on parlait des enfants qui étaient en train de la détester. C'est pas un duel. Sauf si peut-être que je ne comprends pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas... Qu'on ne cherche pas à avoir une égalité. Parce que le mariage, en fait, c'est une complémentarité. Alors, si chez moi, c'est pas à 90% ou à 100%, et qu'à votre père, c'est à 80%, ou je ne sais pas comment, ben, on est complémentaires. Si je ne suis pas là, il assure, et si vous n'êtes pas là, il assure. Alors, la parole, c'est tellement bon. Je veux comprendre. Vous savez, avec la mère, je ne sais pas, est-ce qu'il y a moins d'assurance ou plus d'assurance? Je veux comprendre. Vous savez, la nature sait régler les choses. Ouais. Voilà une femme qui a pendant longtemps voulu avoir un adversaire. Elle n'a jamais conçu le mariage, comme dit ma fille Isabelle Carole, comme complémentarité. Oui. Elle a toujours conçu le mariage comme
j'allais dire, sa chose, son accaparement, et que même son homme allait être sous ses jupons. La nature lui a dit, ma fille, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Ce n'est pas comme ça. Et elle, au lieu de régler le tir, elle reste là. J'ai dit, mon fils, c'est ta chance. Toi au moins, tu as 70% de chance qu'à ta vieillesse, les enfants seront proches de toi que de leur maman. Bon, Benga. Oui, donc, vous voyez justement, vous voyez les choses sur le prisme de l'avenir, oui. Le soir de votre vie, oui. Où les enfants sont plus proches du père que de la mère. Et justement. Ah, d'accord. Justement. Vous voyez, parce que pendant longtemps, cette femme, moi je la tiens comme irresponsable. Elle n'a pas intégré le mariage. Parce que quand vous intégrez le mariage, il y a une donnée essentielle. C'est que l'homme ne connaît l'enfant que quand l'enfant a 7 ans. Donc en principe, vous intégrez le mariage, vous savez que je vais faire mon enfant. Rares sont les filles qui pensent au mariage, qui disent l'enfant c'est du père, dit mon enfant. Elle fait d'abord l'enfant pour assumer la maternité. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a institué la dot. Parce que les gens ne pensent pas. J'ai entendu une nouvelle formule des néo-féministes qui disent que oui, on achète les femmes. La dot, c'est pour montrer la plus grande valeur de la femme. C'est pour ça qu'on dit, tiens, lui, il a telle maman, et Dieu est vrai à tel autre, ceci. C'est-à-dire, vous me dire que cette fille qui entre dans ta famille, elle est une princesse, et elle va donner la vie, c'est elle qui va perpétuer la vie. Mais aujourd'hui, quand vous voulez parler argent, vous budgétisez tout. Vous dites, ma femme, je l'ai dotée à 10 millions. Vraiment, vous voyez comment ça chamboule. Donc celle-ci, elle reste dans cette donnée-là. Elle, au lieu de cultiver le partenariat, elle a cultivé l'adversité. Et la nature lui dit donc maintenant que non, tu avais vu ton comportement, tu vois le père, et des enfants, on les retire de toi. C'est ce qu'elle n'intègre pas. Il y a une donnée que vous avez évoquée, mon qui est très importante. C'est le soir de la vie. Oui. Effectivement, au soir de la vie, très souvent, le père est seul. Le père est seul, justement. Et puis, tout le monde est proche de la mère. Tout à fait. Alors, son papa, parce que je suis un homme que je le dis. J'ai dit, c'est ça. Ça nous appelle justement à quoi? À plus de proximité avec nos enfants. La fille veut accoucher, c'est maman qu'on appelle. Sa belle-fille veut accoucher, c'est maman qu'on appelle. Papa reste seul. Et quand papa voudra avoir quelqu'un qui l'accompagne faire pipi, on va estimer que papa est méchant. Bon, voilà donc une fille qui risque de passer sa vieillesse seule, alors que elle avait la latitude de la cultiver. En plus qu'elle est du corps médical. Elle est du corps médical, ça veut dire qu'en fait, elle ne veut pas donner une certaine éducation à ses enfants en leur disant, comportez-vous comme ça, vous savez, le palu, le choléra, un certain nombre de choses. Bon, je ne serai pas là, papa restera avec vous. Bon, tu sais, voilà. Lavez-vous les mains, hein, vous n'avez pas de... L'autre jour, j'ai remarqué que tu ne t'es pas brossé les dents quand tu dormais. Voilà les petites choses, simplement. Même si elle a une ménagère qui prépare pour les enfants, il y a ces petites choses-là que ça va dire, mais non. Et surtout, donner l'autorité de son mari. Et elle ne l'a pas fait. Parce qu'en fait, rester avec les enfants pour que quand ils deviennent têtus, vous lui dites, tu continues, je vais dire à ton père. Voilà en principe comme ça que ça se fait. Je vais dire à ton père. On rappelle l'enfant. Oui, on arrive à ton père. Que, bon, en fait, voilà, c'est pour dire à la maman que c'est toi qui es lié à l'enfant par le cordon ombilical. Le cordon ombilical, c'est le centre du monde. On a transmis un certain nombre de choses. Parce que nous, les hommes, en fait, nous, on vient seulement, j'allais dire, louer l'amour, là. C'est pour ça que nous conseillons, comme vous, là, Donald Brice et toi, quand vos femmes seront enceintes, à partir de 2 mois, mettez la salive ici, mettez sur le nombril de votre femme, oui. Parlez à l'enfant. D'accord. Mettez la salive, chaque fois parlez à l'enfant. Chaque fois vous parlez à l'enfant, vous laissez, même si vous dites chérie, bon, laissez l'enfant, il a bougé aujourd'hui, vous mettez là, vous parlez à l'enfant. Vous lui dites comment vous l'aimez et tout. Voilà les petites choses. Parce que en fait, l'enfant est plus attaché à toi. Mais cette femme n'a pas appris le mariage. Et c'est ça qui fait qu'elle sent qu'elle sera délaissée. Donc ma fille, occupe-toi, considère que c'est la complémentarité. Laisse ton mari, déjà c'est bon, mais prends les enfants par les règles d'hygiène,
par une éducation que tu leur donneras, ainsi de suite. Je ne sais pas si c'est 3 enfants et au moins une fille, parce qu'il faudrait que pour la fille, qu'on apprenne déjà la cuisine, malheureusement, qu'on apprenne aux enfants, à sa fille à cuisiner, qu'on soit plus proche d'elle. C'est dangereux quand même. Mais je voudrais non seulement vous dire merci pour cette donnée-là, parce qu'il y a des hommes qui nous regardent ce matin et qui, eux aussi, peut-être n'ont jamais intégré qu'au soir de leur vie, il faudrait que les enfants soient plus proches d'eux aussi. Voilà. Alors, oui, parce que c'est une réalité. Parce que j'ai dit que ils ont donné l'argent de la scolarité à la femme. Rares sont les femmes. Moi, mais bon. J'ai passé mon certificat de type primaire indigène à 24 ans. Bon. Ma femme avait 21 ans et elle avait 2 enfants. Ma première femme. Mais celle-ci a 24 ans. Et elle pense qu'elle est naïve. Non. Il y a des enfants qui grandissent en disant que maman m'amenait tout le temps à l'école, m'inscrire à l'école. Voilà. C'est maman qui m'a amené au marché acheter mes vêtements. C'est maman qui a fait ci. Le premier jour, j'ai pleuré, je me suis agrippé sur la robe de maman. Et l'enfant intègre. Voilà. Moi, j'ai encore des souvenirs de papa qui m'accompagnait à l'école, à la maternelle. Je parle de moi personnellement. Ça nous marque en fait. Alors, quand l'enfant n'a pas ces souvenirs-là, quand l'enfant ne les a pas, est-ce que justement c'est le problème? Parce qu'Isabelle semble ne pas comprendre. Est-ce que ça ne... Non, Isabelle condamne le comportement de la dame. Oui, mais est-ce que ça ne déconnecte pas l'enfant justement de la place, de l'importance de sa mère dans sa vie, plus tard même aussi? Non, je crois que la dame doit faire ce qu'elle a à faire. Parce qu'en réalité, on n'est plus dans un monde où la femme reste à la maison du matin au soir, vraiment, et attend que monsieur ramène tout à la maison. Elle a bien mentionné le fait que c'est son travail qui l'absorbe énormément. Sauf s'il y a autre chose qu'elle ne dit pas. Moi, je m'en tiens vraiment à ce qu'elle a envoyé comme texte. Son travail l'absorbe énormément, mais je dis le peu de temps qu'on a, on le consacre aux enfants. Ça veut dire qu'en allant au travail, on fait tout. Vous pouvez... si vous avez 1 heure l'enfant de la journée, vous ferez tout ce qu'il fallait faire. On fait la lessive ensemble. Vous pouvez les laisser à l'école le matin avant d'aller au travail. Vous savez que monsieur sera là en journée, c'est lui qui prendra l'enfant à l'école, qui le ramènera à la maison. C'est vous qui réveillez l'enfant le matin, c'est vous qui lui donnez à manger, c'est vous qui lui faites prendre son bain. Bref, vous êtes proche de lui. Et même le soir, quand vous rentrez, la petite astuce qu'il faut partager avec les parents ce matin, si vous êtes du genre à avoir un emploi de temps qui vous fait en sorte que vous rentrez toujours tard, prenez sur vous de vous lever le matin un peu plus tôt. Ça veut dire qu'à 4 heures, vous êtes déjà debout. Vous avez déjà réveillé les enfants. Avant qu'ils n'aillent à l'école à 7h30, tout ce temps-là, c'est avec vous que vous l'avez que l'ont passé. Petite virgule rapidement, Géraldine, vous demande la parole. Oui, je voulais dire que l'amour n'est pas un sentiment qui se fait dans une démonstration sans avoir une base dans le cœur. Ou bien, je ne sais pas où ça se situe, mais on a généralement dit que c'est dans le cœur. L'amour est une valeur qui est vraie et qu'on communique d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense que quelque part, cette femme a un cœur qui est sec. Hein. Et donc, les enfants ne reçoivent pas. Ce n'est pas juste dans le fait d'accompagner ou pas. Il y a un téléspectateur là qui dit qu'elle a 2 foyers. Oui, peut-être que le cœur n'y est pas. Parce que possible. parfois, on même peut si on voir... a 1000 foyers, l'amour pour les enfants... Comment peut-elle avoir 2 foyers? Justement, Isabelle Carole, c'est là où je m'inquiète un peu. Est-ce qu'elle est vraiment dans son foyer? Parce que quand on a de l'amour, ça ne va même pas aller voir si le père aime plus ou pas. Ouais. On va simplement dire qu'on a des enfants heureux. Et on va vivre sur cette valeur-là. Voilà. Donc moi, je pense que peut-être qu'au fond elle a intégré la rivalité quand elle allait en mariage. Son cœur n'est pas dans ce foyer. Vraiment qu'elle se repense elle-même. Elle ne sera dans aucun foyer. Elle n'a pas intégré le mariage et comment on y vit. On peut la sauver. Son problème, c'est que... Oui, on peut la sauver. sauver. Justement, comme elle est dans une dynamique de, j'allais dire quoi, de honte. Comme lui dit, les 2 filles lui ont dit qu'elle enlève, comment je vais dire ça, qu'elle intègre le partenariat. Ouais. Elle intègre le partenariat en disant que mon mari comble le temps que je n'ai pas avec les enfants. Donc le petit moment qu'elle est, elle complète. Si elle intègre ça, elle va résoudre le problème. Merci infiniment, mon Bengan. Merci également à tous nos téléspectateurs. Madame, Messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision. 10-12, le Zénith se poursuit. Et comme vous le savez, chaque matin, on revient avec la colère. Signé encore ce matin par Donald Miskamgan, qui s'arrête sur les réalités camerounaises. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur l'institutionnalisation de l'inertie au Cameroun. En novembre 2018, lorsqu'il prête serment devant l'Assemblée nationale à Yaoundé, Paul Biya annonce 2 priorités de son septennat qui commençait.
D'une part, la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et la relance de la croissance. À ce jour, pour ce qui est de la relance de la croissance économique, notre économie maladivement extravertie n'a pas échappé aux effets dévastateurs de la crise à coronavirus et de la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Pour la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le dialogue national organisé en 2019, dans les formes biaisées que l'on sait, a dû attendre 1 an pour voir la création d'un comité de suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. Le statut spécial adopté pour ces 2 régions en crise est un véritable serpent de mer. Entre-temps, le conflit ne compte plus ses morts, à la fois côté civil comme chez les forces de défense et de sécurité. Dans ces entrefaites, le scandale de la Coupe d'Afrique des Nations avec ses 3 000 milliards de francs CFA, gérés comme des cacahuètes d'une veillée mortuaire, est passé par là. Cerise sur le gâteau, le chef de l'État lui-même a été amené à se dédire à Mondovision et de façon la plus cinglante sur la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun, finalement retirée honteusement au pays des lions indomptables. Et pourtant, ni l'omniprésence et sans nul doute excessive du secrétaire général de la présidence de la République, ni les soupçons de falsification de signature derrière les très hautes instructions ne semblent ébranler Paul Biya. Lui qui a intégré dans les pratiques managériales du renouveau et de façon plutôt très officielle le règne de l'inertie. Après avoir parcouru une centaine de discours du chef de l'État en près de 40 ans de règne, le politologue Aristide Monod a recensé 34 fois les occurrences du mot « progressivement ». Le mot « progressivement » fait partie des mots les plus utilisés par le chef de l'État camerounais. On le retrouve dans de nombreux discours de Paul Biya. Lorsque le mot n'est pas employé de façon directe, c'est synonyme ou les mots apparentés comme « en temps opportun », dans de brefs délais, le remplacent. Des mots qui donnent au chronogramme des actions de l'État et au numéro 1 du renouveau une caractéristique essentiellement élastique. Le temps présidentiel peut donc s'étaler sans fin et prendre une valeur éternitaire. Cela lui donne la possibilité de prendre toute action, de prendre tout son temps, toute une vie, pour poser un seul acte de politique publique. Juridiquement, il est difficile de faire le reproche à Paul Biya, au plan purement juridique bien sûr. On attend ici depuis 1996 l'application de l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. On attend depuis 1996 la création de la Haute Cour de justice. Il aura fallu attendre une vingtaine d'années pour voir les institutions comme le Conseil constitutionnel, le Sénat, les conseils régionaux se mettre en place. D'ailleurs, pour certaines de ces structures, dont l'utilité est par ailleurs questionnable, c'est des situations de contraintes politiques qui ont amené le pouvoir à se bouger finalement. 20 ans d'attente au Cameroun, ce sont 5 mandats présidentiels aux États-Unis. Pour la plupart des institutions citées plus haut, les textes qui les instituent indiquent qu'elles seraient mises en place progressivement. Parce que leur mise en place a été annoncée comme devant se faire progressivement, on attend depuis 2002 la généralisation des centres multimédia dans tous les lycées du Cameroun, promesse de Paul Biya à l'inauguration de 2 centres similaires au lycée général Leclerc à Yaoundé et au lycée bilingue d'Essos. En 2012, Paul Biya a annoncé une vaste réforme du système éducatif camerounais à réaliser progressivement. Citation. À ce jour, aucune réforme majeure du système éducatif n'a vu le jour. Le progressivement du chef de l'État court toujours. En 1982, le numéro 1 camerounais a annoncé la libéralisation du champ politique national. 40 ans après,
des militants politiques de l'opposition sont jetés dans les prisons infestes du Cameroun pour avoir osé demander des comptes au sujet de la gestion de nos biens communs à nous tous. Paul Biya prend le temps. Paul Biya prend son temps avec peut-être l'idée que le pouvoir n'a pas de fin et que le temps est figé. Certains disent de lui qu'il était un lecteur assidu de Machiavel et de sa philosophie du monstre froid, imprévisible et insaisissable. Mais à bientôt 90 ans et à près de 40 ans de pouvoir, Paul Biya n'ignore certainement pas, comme disait Firmin Van de Bosch, que le véritable homme d'État est celui qui s'institue arbitre impartial entre ses ambitions personnelles et l'intérêt général. À demain. À demain, Donald Brice-Camgan, pour une autre collègue que vous exprimerez d'ailleurs en image. On peut encore regarder, bien évidemment, ces images, bien sûr, de la présidence de la République du Cameroun. Et vous aviez accepté de nous reparler ce matin de l'inertie généralisée au Cameroun dans tous les domaines. C'est un sujet éminemment politique, Bonbon Bengan. Et quand on parle d'inertie, c'est vrai, on va réaliser le manque d'avancement dans toutes les politiques mises en place ou qui se veulent impulsées par le chef de l'État aujourd'hui. 40 ans de pouvoir, on ne peut ne pas en parler. C'est tout à fait évident. On ne peut ne pas faire évocation. En 40 ans, première question pour mon Bengan, quelle place accordez-vous à l'inertie au Cameroun? Et là, Petit bilan quand même. Hein. oui, pour une fois, je ne serai pas d'accord avec Donald Brice. Il dit que juridiquement, Paul Biya n'est pas coupable. Il est coupable. Juridiquement. Oui, il a modifié la Constitution en 2008 sans réunir l'Assemblée nationale en congrès. C'est vrai, l'article 27 de la Constitution, et c'est peut-être ça qui a rendu pénalisé, disait que l'Assemblée nationale assume les fonctions du Sénat jusqu'à la mise en place de celle-ci. Mais la même chose était dite pour la Cour suprême, qui assurait les fonctions du Conseil constitutionnel avant la mise en place de celle-ci. Mais lorsque la Cour suprême réunissait en matière électorale, disait « Moi, Conseil constitutionnel, Cour suprême, j'ai réuni comme Conseil constitutionnel pour donner les résultats de l'élection. » Tel n'a pas été le cas de l'Assemblée nationale. Donc en fait, l'Assemblée nationale aurait pu dire « Moi, Assemblée nationale, je me réunis en congrès pour statuer sur la modification de la Constitution. » Elle ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. Donc, déjà, ça veut dire que en fait, la modification de la Constitution qui lui donne la possibilité d'enlever le verrou, c'est pas légal. Donc, on ne devrait pas. Il a fait un coup d'État là, constitutionnel. Non, j'ai voulu dire en indiquant que sur le plan juridique, c'était pour dire que les promesses sont faites avec des mots bien choisis. C'est-à-dire qu'il vous dit qu'il met les institutions en place progressivement. Si vous demandez pourquoi est-ce que 20 ans, on n'a pas de haute cour de justice au Cameroun alors que c'est prévu dans la Constitution par les dispositions finales spéciales de la Constitution vers la fin, il vous dit qu'il a dit progressivement. Tout à fait, donc, je suis d'accord. En prenant au mot, il est difficile de dire à quel moment est-ce que son progressivement prend fin. Justement, je suis d'accord sur ce point. Je vous ai donc donné un. Il ne devait plus continuer le mandat. Il ne devait plus. Puisque l'Assemblée nationale qui s'est réunie ne s'est pas réunie en congrès. Donc, la modification de cette constitution en avril 2008 ne devait pas être actée dans le temps. Mais bon, passons. Oui, effectivement, le fait de mettre progressivement dans la constitution, justement, veut lui donner les pleins pouvoirs de tout régenter. De tout régenter, c'est-à-dire, vous lisez par exemple les dispositions qui encadrent, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, on vous dit l'ordre du jour de ces institutions est arrêté par la conférence des présidents. Mais on vous ajoute que l'urgence est de droit lorsque cet ordre jour est demandé par le gouvernement. Voilà comment le pouvoir exécutif vient encore vous dire que, j'allais dire, renforcer le pouvoir. C'est pour ça que progressivement là veut renforcer son pouvoir en réalité, parce que
si on mettait en place tous ces dispositifs et tout, il n'en devait pas. Donc en fait, c'est lui qui est le patron de l'inertie dont il veut, ou alors il fait croire qu'il dénonce, alors que c'est lui-même. La dernière fois qu'il a utilisé ce terme, il ne l'a pas utilisé progressivement, mais il a utilisé une expression qui va dans ce sens. C'était après le grand dialogue national. Lorsque le Premier ministre lui remet la copie des recommandations, il dit: je verrai au regard des moyens que j'aurai l'application ça revient à progressivement. Et bon, quand vous lui dites donc, voici les recommandations de grand dialogue, est-ce que c'est d'application immédiate? Non, je verrai. Il y a au regard des moyens, au regard. Ça a donc donné, et là je suis obligé de citer l'un de ses collaborateurs, n'était pas plus proche de lui. Parce que l'ancien gouverneur Abakar Ahmad a commis un ouvrage. Il a commis cet ouvrage, c'est l'envers du décor. Il relève par exemple ce qu'il appelle la perversion des rôles. C'est ce qu'on appelle les chantiers inachevés. C'est-à-dire, et un autre chapitre où vous disait, dans l'administration, est-ce qu'on parle de vivre ensemble ou de vivre côte à côte ou alors de survivre ensemble? Vous voyez, donc il décrit un peu le fonctionnement de l'administration où, lorsque vous remplacez quelqu'un, vous dites, le gars qui est parti là, il a mis ses gens, doivent les maintenir ou les enlever. Voilà les choses qui plombent l'administration. D'accord. Les enlever, les continuer. Voilà. Donc, en fait, au lieu de continuer dans la célérité, celui qui part aussi dit que le gars qui arrive là, est-ce qu'il va découvrir, est-ce que il y a comme ça des mécanismes justement qui ne rendent pas cette administration. Et surtout, vous pouvez être remplacé par quelqu'un qui lui est là les entrées. D'accord. Dans des réseaux. Oui, d'accord. Et il laisse pérenniser ça dans un système... en 2018, justement, on a eu les élections présidentielles où on a parlé de la force de l'expérience. On a aussi peut-être amusé à dire qu'on peut parler de la force de l'inertie en 40 ans. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. La force de l'inertie. On a très souvent vu le chef de l'État devant des problèmes majeurs. Tout à l'heure, vous évoquez les chantiers de renouveau qu'on essaie de revoir. Que ce soit seulement avec la justice qui peine, bien évidemment, à prendre des sanctions et des mesures coercitives à l'endroit de ceux qui s'amusent à jouer avec les caisses publiques. N'est-ce pas de l'inertie? N'est-il pas lui-même justement le problème ou la source même de l'inertie dans ces silences? Silence d'ailleurs qui a fait l'objet d'une thèse d'un de nos confrères réunis, François Macmodium. Comment comprenez-vous ça, Géraldine Mafo? Je voudrais d'abord saluer l'intelligence de Donald Brice Kamga qui, en parlant de l'inertie institutionnalisée au Cameroun, a bien voulu s'y conscrire, parce que si on ne s'y conscrit pas, on va se retrouver à parler de tout, parce que c'est un phénomène qui touche tous les points de la vie de l'État camerounais. Mais ce matin, il a voulu nous conduire sur deux grandes autoroutes, à savoir la résolution de la crise dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, et bien sûr la croissance économique, où on va essayer de faire une petite évaluation. Parlant de la résolution dans les régions anglophones du Cameroun, on ne peut que se poser une seule question et comprendre qu'il y a de l'inertie. Où en sommes-nous avec les résolutions du grand dialogue que d'ailleurs beaucoup ont estimé être un monologue, parce qu'on a estimé qu'il n'y avait pas en face les vraies personnes avec qui il fallait parler. D'accord, on est sorti de là avec des résolutions. On les a implémentées? Oui, non. Si on les a implémentées, quel est le niveau d'avancement par rapport à ces résolutions? A-t-on seulement fait un point pour essayer au moins de se dire, oui, on a pris cette résolution, mais ce n'est pas en train de marcher ou c'est en train de donner X ou Y résultats. On a dit qu'on reconstruisait des zones où les populations ont du mal à retourner encore aujourd'hui.
Et je ne pense pas que ce sont les différents massacres des enfants dans les écoles qui nous viendraient nous dire le contraire. On ne reconstruit pas sur un champ où la guerre continue. On ne demande pas de rentrer quand de ce côté-là on meurt encore. C'est pour dire que les résolutions prises lors de ce grand dialogue pour la résolution de la crise anglophone s'est transformé en un monologue et que le temps est en train de donner raison à ceux qui avaient pensé que c'était... Là, vous êtes sur le prisme véritablement de la crise anglophone. Oui, vraiment, on prend... Parce qu'on attendrait justement des solutions du chef de l'État. Ça fait quand même 5 ans que ça dure aussi. Hein, il faut le rappeler. Ça dure. Mais si on a dit que le grand dialogue était une initiative du président de la République pour résoudre la crise anglophone, et si l'échec des résolutions est en train de se faire voir, il devrait se dire, bon, le grand dialogue n'a pas marché, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on fait à nouveau? Et c'est pour ça qu'on disait sur ce plateau qu'on refuse de négocier, on refuse de discuter. Peut-être c'est le mot négocier qui pose problème, mais il faut bien dire qu'il faut parler avec des gens. Peut-être que dit comme ça sonne un peu plus doux aux oreilles des personnes qui sont directement concernées. Là, c'est le prisme de la guerre. Ça, c'est pour la crise anglophone. Parlons un peu, je ne suis pas une experte en évaluation de la croissance économique du Cameroun, mais on ne peut pas parler de croissance économique quand les populations n'ont pas accès aux structures de base dans notre pays. Personne n'a besoin de porter des lentilles pour voir qu'au Cameroun, le basique n'existe pas. On n'a pas besoin d'être spécialiste de la croissance économique pour voir ça. Comment peut-on d'ailleurs parler de croissance économique quand on sait que le taux de pauvreté, on avoisine encore même les 40%, surtout en milieu rural. Seulement le taux là nous dit tout, 40%. Le taux de croissance, franchement, c'est inquiétant. Comment peut-on parler justement de croissance économique quand on est encore dans un pays où la plupart des investissements publics crée un gros vide dans les caisses d'État et embrigade le Cameroun dans la dette. Parce que vous le savez, tous ces investissements, on prend des dettes, qui va rembourser? Voilà. Il y a des engagements bien sûr à prendre. Il y a des grandes attentes du peuple camerounais vis-à-vis de celui qui aurait été élu à 71%. Et il y a des grandes promesses qu'il a effectuées, dont on attend encore, bien sûr, ses réalisations aujourd'hui. Promettre sans réaliser, et sous des prétextes qui ne donnent pas, c'est aussi de l'inertie. Les promesses sont un élément capital dans le jeu politique. Et lorsque les populations, je pense que tout ce qu'on dit sur ce plateau devrait permettre au peuple au moins de faire la différence entre les objectifs atteignables et ceux qui sont juste factifs, faits pour vous inciter à mettre un bulletin dans l'urne sans avoir réfléchi. Je pense que c'est l'objectif aussi sur ce plateau, le peuple doit évaluer justement les promesses. Évaluer ces promesses. Qu'est-ce qu'on vous a dit la dernière fois? Où en est-on des promesses qu'on vous a fait la dernière fois? Pourquoi est-ce que vous allez aller prendre votre bulletin et refaire ça? Parce qu'on vous aura donné un peu de riz, un peu d'huile et vous aurez chanté quelques chansons pour je ne sais pas trop quoi. On ne va pas vous aimer, on va trouver qu'on n'est pas très gentil. Est-ce qu'on peut être aimé de tout le monde? Et qu'il ne faut pas le dire en même temps. Voilà. Je sais pas. Peut-être on va prendre un peu de musique, on se retrouvera. De toutes les façons, le temps qu'on échange avec... Voilà, je disais qu'on vous retrouve, madame, monsieur. Isabelle Caro, ça va?